Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie avec nos invités, toute l'équipe, de vous retrouver pour un nouveau débrief. Alors c'est le dernier de cette saison et à cette occasion, on vous propose ce soir un retour sur les temps forts de l'actualité nationale et internationale de ces derniers mois. Et on commence avec le retour du Maroc à l'Union africaine. C'était le 30 janvier dernier et après plus de 32 ans d'absence, le Maroc retournait dans sa famille institutionnelle africaine. Un retour qui marque un succès politique et diplomatique pour le Royaume. Nous reviendrons sur cette adhésion à l'UE et sur ses conséquences. Et puis, autre temps fort de l'actualité nationale du pays, c'est bien sûr les élections législatives du 7 octobre dernier et surtout le long blocage qui s'en est suivi et qui a empêché pendant près de 6 mois la constitution d'un nouveau gouvernement. Nous reviendrons sur ce long feuilleton et sur les leçons à en tirer pour la vie politique marocaine. Et puis ensuite, nous parlerons des élections en France et aux États-Unis qui ont porté au pouvoir cette année deux personnes sur lesquelles personne ou peu aurait parié au départ. La surprise Trump et le phénomène Macron, ce sera pour la deuxième partie de cette émission. Et pour nous accompagner pour ce dernier débrief de la saison, nous avons le plaisir de recevoir notre confrère et ami Naïm Kamel, directeur de publication de Quick.moi. Bonsoir Naïm. Bonsoir Hanan. À vos côtés, Mohamed Ezouak, directeur de yabiladi.com. Merci Mohamed d'être avec nous également aujourd'hui. Bonsoir Hanan, avec plaisir. Et puis enfin, Aziz Haïdi, rédacteur en chef de la Tribune Afrique. Merci également de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonsoir et merci. Alors, comme je le disais en introduction, on commence avec le Maroc et le retour du Maroc à l'Union africaine. C'était le 30 janvier dernier. C'était un temps fort de la vie politique marocaine. Et pour commencer, on recite cette citation devenue, qui est rentrée dans les annales, la citation extraite du discours du roi devant l'Union africaine le 31 janvier dernier. « Il est beau le jour où l'on rentre chez soi après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison, je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. » 6 mois après ce discours, Naïm Kamel, on peut dire que c'était un temps historique, un moment historique. Je crois que tout est dit dans ce passage. C'est-à-dire cette émotion de réintégrer la famille africaine, de réintégrer l'organisation panafricaine et à travers laquelle le Maroc retrouver sa place, mais également son mot à dire, son espace d'action naturel. Bien sûr, c'est l'un des faits de l'année, peut-être le plus important sur le plan extérieur. Pour le Maroc. Pour le Maroc. Et ça a été l'aboutissement d'un long travail, d'un travail de longue haleine qui était au début invisible et incompréhensible pour un certain nombre de Marocains, mais finalement, c'était, alors qu'on sait que le Maroc ne manquait pas d'adversaires, ne manquait pas d'hostilité. Des adversaires pour qui l'Union africaine était le dernier cheval de bataille. C'était l'expression du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Qui utilisait cet organisme pour faire passer au niveau international, à l'échelle de l'ONU, peut-être à l'échelle de l'Union européenne, leur propre position concernant le Sahara. Aujourd'hui, on a réintégré. Et il y a dans quelques jours le prochain sommet de l'OEA. Les 3 et 4 juillet. Oui, le Maroc va se faire entendre comme il se doit. Et l'Afrique, enfin ceux qui instrumentalisaient l'Union africaine à des desseins de politique régionale très égocentriques et très expansionnistes vont devoir compter avec cette présence. Aziz Haïdi, un retour sur ce moment du 30 janvier et le discours du roi du 31 janvier à l'Union africaine. C'est sûr que c'est un moment fort, c'est un moment qui vient consacrer quand même un travail de longue haleine qui a été mené justement pour que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein des instances de l'Union africaine. C'est aussi un moment fort, je suppose personnellement, parce qu'on voyait qu'il y avait dans l'allocution de Sa Majesté un trait personnel, et c'était un échange avec des chefs d'État, amis et frères. Maintenant, moi, j'ai envie de dire que c'est quand même juste le point de départ d'une nouvelle ère de la politique marocaine en Afrique. On a vu les tournées royales ont continué après ce sommet d'Addis Abeba. On a vu des choses concrètes émerger, notamment avec le projet de pipeline avec le Nigeria.
Et chose qui est très intéressante à noter, c'est qu'il y a eu une délégation du Nigeria qui est venue le mois dernier pour concrétiser, enfin aller de l'avant dans ce projet. Et signer concrètement ces projets. Tout à fait, signer notamment les accords sur la gouvernance de ce pipeline, comment ça va se gérer entre la partie marocaine, la partie nigériane et les pays que le pipeline va traverser. Donc, entre autres, il y avait aussi d'autres choses qui ont été signées, mais c'est quand même, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un point important, c'est un point culminant, ce 30 janvier, mais c'est aussi le point de départ, c'est en même temps l'aboutissement d'un l'encheminement pour retrouver notre place naturelle, mais c'est aussi un point de départ qu'il faut prendre comme tel pour avancer dans la stratégie marocaine en Afrique. Mohamed Ezouak, pour finir le tour de table. Alors pour moi, c'est avant tout, je note le pragmatisme en fait, de la politique étrangère et notamment de la politique africaine du Maroc, qui finalement a choisi un timing précis pour pousser son avantage sur le continent, quitte d'ailleurs à faire certaines concessions politiques. Il y a des alliances qui sont faites, même si des pays africains ne retirent pas leur reconnaissance du Polisario. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau en termes de politique étrangère. Il y a aussi un élément important, quand je parlais du timing, c'est qu'il y a en fait le traditionnel axe Alger-Abuja, Pretoria, qui était un peu... Est-ce que cette adhésion du Maroc à l'Union africaine a marqué une fissure dans cet axe traditionnel et historique de ceux qui contestent l'intégrité territoriale du royaume ? En fait, il y a eu un alignement des planètes, finalement, puisqu'il y a eu un changement de président au Nigeria, et le Maroc, il y a une faiblesse au niveau de l'Algérie, puisqu'il y a un héritage il y a une succession qui tarde à venir. En Afrique du Sud, il y a aussi des difficultés. Et donc, le Maroc a profité de ce momentum un peu particulier pour pousser son avantage et finalement s'immiscer, affaiblir cet axe-là. On voit très bien que les relations avec le Nigeria sont très positives, sont très constructives. Il y a aussi l'Éthiopie qui devient finalement un nouvel allié, le Rwanda, on l'a vu, et d'autres pays encore. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et en même temps, avec ce jeu de nouvelles alliances sur le continent, il y a aussi un renforcement des alliances traditionnelles. On a vu le Maroc continuer à pousser son avantage sur le continent avec l'Afrique de l'Ouest, en demandant même l'adhésion à la CEDEAO. Donc ça aussi, c'est un élément important dans la politique africaine du Maroc. Et je pense que réduire le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et la politique africaine du Maroc sur le dossier, qui est évidemment stratégique et important, sur le seul dossier du Sahara, ce serait réducteur. Je pense que ça va beaucoup plus loin. Il y a vraiment des ambitions africaines, des ambitions stratégiques pour le Maroc qui s'inscrit profondément dans son appartenance africaine. Et c'est extrêmement important dans un monde qui est de plus en plus mouvant et déstabilisé. Alors, ce que vous dites était d'ailleurs dans le discours du roi le 31 janvier. Il a beaucoup insisté sur la coopération avec l'Afrique et le leadership marocain. Il a notamment rappelé le nombre d'accords signés avec les pays africains. 515 accords entre 56 et 99, alors que depuis 2000, il y en a eu 949. Et je cite juste un extrait de ce discours sur ce sujet. « Il est temps que les richesses de l'Afrique profitent à l'Afrique. Nous devons œuvrer afin que notre terre, après avoir subi des décennies de pillage, entre dans une ère de prospérité. L'Afrique est aujourd'hui dirigée par une nouvelle génération de leaders décomplexés. Ils œuvrent en faveur de la stabilité, de l'ouverture politique, du développement économique et du progrès social de leur population. Ils agissent avec détermination, fermeté et conviction, sans se soucier d'être notés ou évalués par l'Occident. Je le répète, la notion de tiers-mondisme me paraît dépassée. » Est-ce que cette vision marocaine concernant l'Afrique est aussi une des choses que l'on peut retenir de toute la diplomatie marocaine en Afrique au cours de ces derniers mois, c'est-à-dire répéter cette indépendance et cette confiance que l'Afrique doit tenir envers elle-même? Il faut juste rappeler que c'est la réaffirmation du discours d'Abidjan et celui de Riyad. En février 2014, donc ça a été dit et répété, et c'est-à-dire que ça constitue une épine dorsale de la diplomatie marocaine. Et ça commence à être concrétisé. Ça commence à être concrétisé. Maintenant, il y a encore du travail. Au niveau bilatéral et régional, ça a beaucoup avancé. Maintenant, à l'échelle continentale, on sait qu'il y a beaucoup de lacunes, et d'ailleurs sur lesquelles va se pencher le prochain sommet de l'Union africaine. Et il va falloir comment
essayer d'abord qu'au sein des unions régionales, telle la CEDEAO, telle celle qui réunit l'Afrique du Sud avec 10 autres pays, de manière à ce qu'on ait des relations d'abord équilibrées et puis qu'on puisse connecter toutes ces coopérations pour qu'elles deviennent continentales. Ce n'est pas un travail simple et ça va être long, ça va être compliqué, mais normalement, l'Afrique devrait y arriver. Maintenant, ils vont déjà essayer, au cours de ce sommet, de dire comment mettre la démographie africaine, c'est-à-dire sa jeunesse, au service du développement. C'est déjà un chantier énorme, mais on est là effectivement dans une constante de la diplomatie marocaine, c'est-à-dire de dire, bon, écoutez, nous sommes adultes, nous sommes majeurs, nous sommes vaccinés, on peut faire bien des choses tout seul. Alors, un des outils de ce développement africain, c'est l'Union africaine. Le prochain sommet se tient lundi et mardi à Addis Abeba, en Éthiopie. Ce sommet est placé sous la question, le grand défi de l'autonomie financière de l'Union africaine. Et beaucoup de pays comptent sur le rôle du Maroc pour renforcer cette intégration africaine. Aziz Saïdi, est-ce que c'est le véritable défi aujourd'hui à relever pour permettre justement cette coopération que l'on vient d'évoquer ? Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue ici même, juste avant l'adhésion du Maroc à l'Union africaine, pour dire que le Maroc pourrait jouer le rôle de catalyseur pour améliorer l'efficacité de cette instance qui est l'Union africaine, tout en soulignant. Et qui peine à se réformer, parce que déjà sous l'ancienne présidence, il y avait des réformes qui bloquaient. Le président Kagame aujourd'hui a redemandé à ce que cette réforme institutionnelle de l'UA se fasse. Est-ce que c'est possible ? Alpha Condé, Kagame et Idriss Déby qui devraient présenter quelque chose au sommet. Est-ce que c'est finalisé ? D'ailleurs, en fait, Alpha Condé est en ce moment même à N'Djamena pour voir Idriss Déby pour avancer sur ce dossier d'ailleurs. Moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, le Maroc, et je voudrais rebondir d'ailleurs sur l'idée de Cizouar, je ne pense pas que le Maroc, il faut voir la politique africaine du Maroc à l'aune de la cause nationale seulement. Le Maroc a un parti pris africain qui est assumé et qui est d'abord pragmatique parce que les marchés traditionnels sont en saturation et que justement l'opportunité ou la niche africaine est quelque chose qui est pris en compte non seulement par des pays tels le Maroc mais par toutes les puissances mondiales, les États-Unis, l'Europe, la Chine. Donc il y a un vrai potentiel africain sur lequel le Maroc a bien placé ses pions, notamment dans sa zone de confort en Afrique de l'Ouest et qu'il compte justement étendre à d'autres zones. Le Maroc a changé de paradigme parce qu'avant, ceux qui reconnaissaient la pseudo-race étaient forcément des ennemis de la cause nationale, donc pas dignes de discussion avec la diplomatie marocaine. Ce paradigme a changé. Maintenant, on est dans une optique où on parle même à nos ennemis, si on peut dire ça. Le pragmatisme qu'évoquait tout à l'heure Mohamed Zouar. Mais il faut aussi voir que maintenant, c'est devenu, même d'un point de vue économique, ça se justifie, puisque ce matin, il y a eu un rapport d'un comité de Banque El Maghreb sur justement le risque systémique et sur la conjoncture marocaine. Eh bien, on voit que, par exemple, les banques marocaines sont un peu tirées par la performance de leurs filiales subsahariennes. Donc c'est un parti pris qui se justifie même de manière économique. Et je pense que au-delà de ça, vous l'avez souligné, il y a une multitude d'accords qui ont été signés avec un certain nombre de pays. Maintenant, c'est un grand défi quand même parce que entre 500 et 600 accords, pour que ces accords soient mis en œuvre et que ça reste pas juste des belles lettres sur des documents symboliques, il faut beaucoup de travail et il faut un suivi. Une mobilisation continue. Une mobilisation continue, donc c'est très important. Et juste pour finir sur mon idée, justement, je pense que la demande d'adhésion, et qui a été d'ailleurs accueillie favorablement à la CEDEAO, c'est-à-dire l'organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi... Elle a été formulée fin février, à peine un mois après le retour à l'Union africaine. Tout à fait, et elle a reçu un aval favorable lors de la réunion de la CEDEAO qui a lieu en juin, donc voilà, c'est dans la continuité, et je pense que de toute façon, que le Maroc pousse son intégration continentale est aujourd'hui un parti pris stratégique qui est acté et qui se justifie. Mohamed Zouar,
Pardon, Naïm Kamel, je vais être gentille avec vous, parce que c'est la dernière de la saison. Je vous donne la parole dans un instant pour conclure. Mais d'abord, Mohamed Zouak. Oui, alors il y a un élément important, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, de manière générale, et beaucoup de pays africains sont ambitieux, ont des ambitions pour leur pays, ont des ambitions pour le continent. Et le Maroc s'inscrit effectivement dans cette nouvelle dynamique, notamment en plaçant, en axant sa relation avec ces pays sur des axes stratégiques. On est vraiment, enfin, le Maroc, au sein de l'Union africaine, le Maroc en Afrique s'inscrit dans le développement finalement de la coopération économique et politique. Et ça, c'est extrêmement important, avec des axes qui représentent des enjeux vitaux pour les pays africains, notamment l'agriculture. On l'a vu avec le Nigeria, par exemple, et l'Éthiopie, avec les entreprises, les usines de phosphate. On l'a vu aussi sur le changement climatique. Alors là, encore une fois, que le Maroc a organisé un sommet des chefs d'État africains en marge de la COP22 pour souligner justement l'urgence de cette mobilisation. Le Maroc a profité effectivement de l'organisation de la COP22 pour pousser aussi sur les changements climatiques, puisque c'est un enjeu stratégique, un enjeu vital pour les différents pays d'Afrique, avec la désertification, les ressources en eau, etc. Et bien sûr, les infrastructures. L'Afrique est en train de se développer, doit développer ses infrastructures, l'énergie de manière générale, l'électricité, les énergies renouvelables. Les défis que pose l'augmentation des villes, etc. Des populations qui veulent accéder au confort moderne. Et donc on est vraiment dans une nouvelle dynamique, et le Maroc s'inscrit comme étant un partenaire des autres pays pour, la main dans la main, aller vers un meilleur développement. Et il ne faut pas oublier que plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, ont des taux de croissance sur plusieurs années de 6, 7, 8%. Donc c'est un enjeu aussi économique, stratégique pour le Maroc. Naïm Kamel, très rapidement pour conclure sur ce sujet. Je crois que ce dont il s'agit pour ce sommet, là on est parti dans les dédales du développement, ce dont il s'agit pour le sommet de l'Union africaine qui va se tenir la semaine prochaine, c'est l'autonomie financière de l'Union africaine. Aujourd'hui, il est financé à 72%, à hauteur de 72%, par la Banque mondiale, par les États-Unis, par l'Union européenne, par la Turquie, par la Chine, et c'est anormal qu'une union, qu'une organisation, pour son fonctionnement, pour son déploiement, s'appuie sur... Et pour sa sécurité, parce qu'aussi pour la sécurité, on s'appuie sur des forces étrangères. Pour son autonomie politique, dans sa décision et dans son fonctionnement, dans sa souveraineté, continue à dépendre. Donc il s'agit, aujourd'hui, c'est ça la réforme des statuts, la réforme sur laquelle va porter le débat au prochain sommet d'Addis Abeba. Et il y a une proposition qui dit qu'il faudrait 0,2% de taxes sur les importations de chaque pays africain. Le Maroc, c'est pas que c'était ça votre question initiale, le Maroc ne peut pas supporter tout ça tout seul. Mais il va falloir que tous les pays africains puissent aujourd'hui subvenir aux besoins du fonctionnement de l'Union africaine et à son autonomie financière par des cotisations et des contributions régulières. Merci Naïm Kamel. Oui, Aziz Saïdi, mais très rapidement, on passe à la suite. Un point sur la fameuse autonomie financière, pour dire que, quelque part, c'est quelque chose qui nous est imposé. Parce qu'on le voit avec l'avènement du président Trump, il y a une réduction de tous les budgets alloués à la coopération internationale, et notamment concernant le continent africain, donc soit l'Union africaine, soit le G5 Sahel. Même s'il ne nous était pas imposé, on devrait y aller. Il en va de l'indépendance et de la souveraineté des décisions de l'Union exactement, de l'Union africaine. Mais juste pour dire que maintenant, c'est même conjoncturel, c'est quelque chose qui nous est imposé. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la rencontre de Déby avec le président Condé. Eh bien, ce sujet-là. Eh bien, le premier sujet qu'ils ont abordé, c'est la fameuse force G5 Sahel. Le sommet se tient ce dimanche à Bamako. Comment on va la financer, il y a des enjeux qui sont pécuniers, mais qui sont importants pour Merci, messieurs, pour ce premier sujet sur le retour du Maroc à l'Union africaine. On continue toujours en politique nationale avec les élections législatives du 7 octobre dernier. Et puis, ce long blocage que j'évoquais tout à l'heure, qui a empêché la constitution d'un gouvernement. La première question, c'est d'abord les surprises de ce scrutin, avec une raclée infligée à certains partis traditionnels qui ont accusé un recul en nombre de sièges. Quelles sont d'abord les leçons à retenir des résultats de ce vote, Naïm Kamel, avant de parler du blocage en lui-même? Le résultat, c'est qu'il y a une déperdition des partis traditionnels, des partis historiques. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'on savait, qu'on devinait, que ces élections ont montré. Ce n'était pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. On s'attendait à ces résultats. On savait à peu près
son sondage et les penchants de l'électorat marocain, où est-ce que ça allait. C'était les proportions peut-être. Or, il s'avère que les partis traditionnels qui jusque-là assuraient la régulation et l'encadrement et l'intermédiation entre l'État, entre les populations, une partie de cet intermédiation, parce que l'État a sa propre intermédiation et ses propres moyens. Donc c'est l'effondrement de ces partis. Alors la grande question, est-ce que des partis comme l'Union socialiste des forces populaires vont retrouver en eux suffisamment d'énergie pour renaître de leurs cendres? Est-ce que l'Istiqlal va pouvoir mettre facilement un terme à ces dissensions internes et retrouver également en lui assez de force pour se restructurer et redevenir un parti crédible? Parce que la question aujourd'hui qui se pose aux partis politiques, je ne parle pas des autres, je parle essentiellement de ceux qui ont un historique, pour ainsi dire, vont retrouver cette crédibilité. Quand on la perd, c'est très difficile à redevenir audible. On va voir. Maintenant, il y a les autres partis qui sont à côté et qui doivent articuler leur propre déclinaison politique, mais qui doivent trouver un prolongement populaire. Et c'est là peut-être leur maillon faible. Aziz Saïdi, d'abord une réaction sur les surprises du scrutin et cette défaillance des partis traditionnels, et aussi, je pose la question suivante, du blocage qui s'en est suivi. Avec le recul que l'on a aujourd'hui, comment comprendre ce blocage? Est-ce que c'était une question de personne? Est-ce que c'était une question de conjoncture? D'abord pour la question pour un petit commentaire sur les résultats, moi je voudrais quand même souligner le taux d'abstention qui était quand même important, ce qui est un mauvais indicateur par rapport à la vitalité. Ce qui n'est pas nouveau non plus. C'est pas nouveau, mais on aurait pu s'attendre à autre chose, surtout au vu de la campagne, comme elle était âpre, comme elle a été clivante. On se serait dit que peut-être qu'il y aurait plus de gens qui participeraient. Puis surtout, peut-être qu'on est biaisé un peu par les réseaux sociaux, on voit les gens militer à tort et à travers, et finalement on voit que ça ne se traduit pas dans les urnes. Donc pour moi c'est déjà le premier constat qui est un peu malheureux. Force est de constater, comme l'a dit Sinérim, qu'il y a une déperdition chez les partis traditionnels qui ont vu leur crédibilité être reniée. Donc voilà, donc c'est des enjeux importants pour ces partis qui sont. Ça appelle à leur réforme. Absolument. Je pense notamment à l'USFP qui est un résultat historiquement bas quand on sait qu'il y a quelques législatures encore, c'était le premier parti au Maroc et qu'il était porté à la primature même du temps de Yousfi. Donc voilà, donc il y a vraiment une remise en question par rapport à ce parti qui, ne l'oublions pas, porte les idées progressistes, aspect social. Donc c'est quelque chose qui est important, qui représente, je pense, à mon sens, une partie de l'électorat naturel marocain. Sauf que maintenant, c'est l'instance en elle-même, peut-être les gens qui la portent, qui ne trouvent plus écho chez qui n'arrivent plus à rassembler. Tout à fait. Et c'est le même constat peut-être fait aussi pour l'Istiqlal, qui est un parti traditionnellement, un parti traditionnel aussi, mais qui est un parti qui faisait partie de toutes les coalitions gouvernementales successives. Et puis qui a une épaisseur historique importante. Tout à fait. Il y a des structures. Il y a beaucoup de structures, et heureusement, parce que sinon, quel aurait été le résultat s'il n'y avait pas tout ça? Et je pense aussi, maintenant, les choix tactiques des dirigeants de partis sont ce qu'ils sont, mais peut-être la sortie de Chabat du gouvernement a fait mal à un parti qui est justement habitué à être dans les majorités gouvernementales. Donc voilà, donc maintenant, c'est aussi un parti qui est en pleine remise en question, où il y a des dissidences. On parle d'un courant avec Nizar Baraka qui pourrait peut-être réformer le parti, et avec Chabat qui essaye de s'accrocher. Pour les autres partis, on le voit. Moi j'ai l'impression que les gens disent que c'est le PJD qui a gagné. Moi, je vois aussi une progression du PAM. Pour moi, il y a deux partis qui sont ressortis quand même nettement devant les autres. Il y en a un qui porte la coalition gouvernementale, puis il y en a un deuxième qui est un parti d'opposition maintenant très très fort. Qui est arrivé deuxième. Voilà, avec une centaine de députés, ce qui n'est pas rien. Contre une quarantaine en 2011. Tout à fait. Maintenant, pour passer au blocage Alors, avant qu'on passe au blocage, parce que c'est l'heure de faire une pause, pardon de vous interrompre, on doit marquer une courte page de pub et puis on revient tout de suite et on continue la discussion sur le blocage gouvernemental. Restez avec nous, à tout de suite.
Merci d'être resté avec nous. On revient sur le plateau du débrief et on continue la discussion sur ce deuxième temps fort de l'actualité nationale de ces derniers mois, à savoir le blocage gouvernemental. Aziz Saïdi, je vous ai interrompu juste avant la pause, je vous redonne la parole. Tout à fait. Donc en fait, pour le blocage gouvernemental, malheureusement, c'est un blocage qui est très dommageable pour l'économie marocaine, qu'il a été et qu'il l'est encore, parce qu'il ne faut pas oublier que durant ce mois de blocage, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs, notamment ceux qui avaient des marchés avec les administrations publiques, qui ont payé le prix très très cher. Pour les raisons du blocage, en fait, il faut voir dans le déblocage pour voir les raisons du blocage, puisque en fait, Abdillah Ben Kilan avait refusé de faire entrer l'USFP, une condition imposée par son allié RNI. Finalement, donc, on a changé de personne. Sa Majesté donc, a nommé une deuxième personnalité au sein du même parti, donc, pour respecter les conditions constitutionnelles établies. Donc voilà. Et après, donc, je pense que ce blocage est quelque chose de très dommageable. À la fois, je pense que Abdillah Ben Kilan en porte une partie de la responsabilité parce qu'il a cru qu'en arrivant premier dans les élections du 7 octobre, il pouvait justement former une majorité à sa guise. Il a péché par excès de confiance ? Il a péché par excès de confiance, sûrement. En tout cas, c'est ce qu'on peut supputer. Et puis aussi, il faut dire qu'on a l'impression que ces tractations étaient plus partisanes, plus politiciennes que sur un vrai projet de gouvernement. D'ailleurs, l'issue de ce blocage a été justement la nomination de Saadine Al-Othmani, qui, in fine, a repris les mêmes alliés en rajoutant justement l'USFP, qui était une condition des autres alliés. Sur la politique générale, on n'a pas l'impression que ça a bifurqué à 180 degrés par rapport à la feuille de route précédente. Et d'ailleurs, on le voit, Othmani qui défend les mêmes projets en disant, voilà, le gouvernement Ben Kilan était sur la bonne voie, il est là pour continuer. Donc, quelque part, on se dit, pourquoi tant de temps perdu ? Mohamed Ezzouak, sur ce blocage gouvernemental et puis son issue et aujourd'hui surtout les attentes vis-à-vis du nouveau gouvernement de Saadine Al-Othmani. Alors le blocage est à la fois la conséquence d'un résultat des élections qui, d'ailleurs souvent malheureusement dans les élections législatives au Maroc, qui est très balkanisé. On a plusieurs partis qui ont quelques sièges et donc on se retrouve avec des majorités très fragiles et très difficiles à construire d'ailleurs. Et donc on a assisté finalement à une sorte de bras de fer entre le nouveau président du RNI, M. Arnouch, et M. Ben Kilan, chef de gouvernement sortant et qui était en charge de constituer une nouvelle majorité. Ce bras de fer, malheureusement, nous a coûté beaucoup, nous a coûté au niveau économique, parce qu'on sait très bien que les entreprises, les investisseurs n'aiment pas l'aléa, et donc on a besoin de savoir qui pilote le gouvernement, qui pilote l'État. Il y a évidemment aussi un impact socio-économique, qui découle d'ailleurs de cet impact économique, socio-économique et même politique, puisque à ce même moment, il y avait quand même, on le traîne depuis quand même plusieurs mois, les événements à Al-Hoceima et dans le Rif. Et donc c'était évidemment pas du tout le moment, sachant qu'on était déjà dans une situation économique quand même plutôt fragile. On sort de 2 années de sécheresse, de 2 années économiques plutôt faibles. D'avoir cette vacance parlementaire. Tout à fait. On s'est retrouvé avec un gouvernement, ou en tout cas un chef de gouvernement, qui était complètement concentré sur la constitution d'une majorité et le bras de fer avec Aziz Arnouch. Et tout ça a constitué finalement un discrédit grave pour la classe politique qui est déjà mal en point, lorsque vous avez fait le bilan de ces élections, qui est déjà mal en point, avec des partis traditionnels, comme vous l'avez souligné, qui sont en recul, avec le PJD qui, effectivement, malgré un bilan plutôt mauvais, réussit à augmenter le nombre de sièges, mais insuffisamment pour avoir une majorité absolue. Un PAN qui monte, mais pas suffisamment pour pouvoir gagner les élections. Donc on est en fait finalement face à une fausse bipolarisation, une bipolarisation qui n'est pas vraiment satisfaisante. On l'a vu d'ailleurs par la suite, où le PAM n'a pas vraiment joué son rôle d'opposition au niveau du Parlement ces derniers mois. Donc on voit très bien qu'on est sur un moment un peu comme dirait Antonio Gramsci, un entre-deux mondes. On n'a pas encore la classe politique qui serait représentative de cette nouvelle société marocaine qui s'est transformée ces 10-15 dernières années. On est encore avec une classe politique qui ressemble à l'ancienne, mais pas encore avec les aspirations des Marocains. Les chiffres de l'abstention le montrent.
Un dernier mot sur ce sujet, Naïm Kamel, et peut-être pour rejoindre le propos de Mohamed Ezouak, les leçons générales à tirer pour la vie politique marocaine en quelques mots. Les leçons générales qu'on peut tirer de ce blocage, c'est d'abord que nous avons besoin d'une réforme constitutionnelle. Il y a de l'ordre à mettre dans la constitution marocaine, notamment dans son volet gouvernemental. Quand on ne confie pas à un chef de gouvernement la mission de former le gouvernement ad vitam pour la vie, jusqu'à ce qu'il soit prêt. C'est-à-dire qu'il faudrait que la Constitution puisse prévoir un délai et en même temps aussi également de sortir de ce guêpier qui, à mon sens, n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'on peut passer à un autre parti. Pourquoi cette façon de s'enchaîner, dire le premier parti arrivé, alors que le premier parti arrivé en tête n'est pas majoritaire, qu'il y a une majorité relative qui se comporte en parti majoritaire, ça crée énormément de problèmes. On l'a vu tellement préoccuper et obnubiler les gens, à tel point qu'on n'a pas vu venir les troubles de Hoceima. Merci. Oui, juste un dernier mot, Aziz Saïdi. Vraiment, une phrase, juste par rapport. Je pense que si on doit appeler de nos voeux une nouvelle réforme de la Constitution, vous l'avez dit, peut-être que ça vaut dans cet aspect-là, mais ça vaut aussi sur l'équation électorale en elle-même. Comme le disait Si Mohamed, je pense qu'il est important, il serait pertinent qu'on ait plus de lisibilité sur la scène politique. Peut-être qu'il faudrait changer même les modes les modes de scrutin pour avoir un Parlement un peu plus lisible et un peu plus facile. Là où il y a le scrutin majoritaire, ils sont en train de demander la proportionnelle. Alors, il faut savoir. Il n'y a pas de modèle parfait. C'est la conclusion de cette discussion sur donc, les élections au Maroc. On passe maintenant à l'international avec les deux élections qui ont marqué ces derniers mois. La première, c'est l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis. Personne ne le prenait au sérieux lorsqu'il a annoncé sa candidature. Alors, sincèrement, quand vous vous êtes réveillé le matin du 9 novembre et que vous avez découvert qu'il était élu, quelle a été votre réaction ? Je n'avais pas la gueule de bois, c'est sûr, parce que je me sentais un peu assez loin du problème. Non, c'est pas. J'étais un peu surpris. D'abord, par ce système électoral américain qui ne cesse pas de nous surprendre à chaque fois. On peut se trouver majoritaire en nombre de voix dans un pays et le système. Perdre quand même. Et perdre quand même. Et perdre quand même. C'est le cas de Hillary Clinton. Par ce système des grands électeurs. Par ce système de gros électeurs. Donc, c'est déjà. Vous voyez qu'il y a un système électoral quand on parle des aberrations des systèmes électoraux. Donc, il y a ça. Puis, il y a un personnage qui inquiétait. Bien sûr que tout le monde se posait des questions. Et effectivement, il y a de quoi. Moi, ce que je retiens de tout ça maintenant, que ça avec fait avec un peu de recul, c'est que Trump est en train de réguler quelque chose à l'échelle internationale. C'est-à-dire que vous avez cette fâcheuse habitude de toujours prendre de l'avance sur notre débat. Mais j'ai promis d'être gentil parce que c'est la dernière, je le répète. Donc je vous laisse continuer, Naïm Kamel. Non, moi je veux résumer. Je vais pas reparler sur Trump à partir de... Je vous en prie, allez-y. Je vais juste dire qu'il est en train de réguler quelque chose sur le plan international en reniant les engagements de l'administration précédente. C'est-à-dire aujourd'hui, on va se retrouver, mais il n'y a pas de continuité de l'État. C'est-à-dire n'importe qui peut conclure des accords avec Washington et se retrouver dénoncé 4 ans après. C'est-à-dire, il a remis en cause les échanges de libre-échange. Le libre-échange, il a remis en cause l'accord avec l'Iran, l'accord 22, l'accord 21, l'accord de Paris, il a tout remis en cause. Mais c'est-à-dire quoi ? On n'est plus en présence d'un partenaire fiable. D'ailleurs, il l'avait annoncé, c'était lors de tout premier débat de la présidentielle, c'était le 26 septembre. Je veux bien aider tous nos alliés, mais nous perdons des milliards et des milliards de dollars. Nous ne pouvons pas être les gendarmes du monde. Nous ne pouvons pas protéger les pays partout dans le monde quand ils ne nous payent pas ce qu'il faut. Donc il avait déjà annoncé la couleur, à savoir les intérêts américains d'abord, quitte à rompre les alliances traditionnelles. Ces pays payent, il en veut plus, c'est tout. Aziz Saïdi, sur cette élection de Donald Trump, et puis peut-être cette question, est-ce que maintenant, avec un peu de recul, est-ce que le président Trump se révèle tel que s'annonçait le candidat Trump ? Assez. Ou est-ce qu'il a un peu mis d'eau dans son vin et que ça s'agit ?
Certes, la stature présidentielle change un peu les perspectives, mais en tout cas, il a introduit certaines des annonces qu'il avait faites pendant sa campagne, avec plus ou moins de succès, parce qu'il ne faut pas oublier que... En un mois de présidence, il avait déjà pris 12 décrets présidentiels, et notamment les mesures les plus spectaculaires, entre guillemets, dont le Muslim ban. Tout à fait. Donc, en fait, pour revenir sur le système électoral américain qui est assez curieux avec ces fameux grands électeurs. D'ailleurs, c'est pas la première fois, je pense. Je crois que ça s'est peut-être passé avec Al Gore. Je crois qu'il y avait eu plus de voix que Bush, mais qui était passé quand même grâce aux grands électeurs. Je pense que le système américain a ses particularités, mais c'est quand même un système institutionnel très très fort. On l'a vu parce que Trump, quand il a voulu faire le Muslim ban, c'est les institutions américaines qui ont répondu jusqu'à la Cour suprême. C'est quelque part une garantie. Il y a des garde-fous. Tout à fait, c'est des garde-fous et c'est une garantie de stabilité par rapport aux positions américaines dans le temps comme partenaire potentiel. Maintenant, c'est vrai que la légitimité électorale et populaire de Trump fait qu'il a le droit justement de renier les accords signés par l'administration précédente. Mais je pense que notamment sur le sujet du climat, c'est quand même quelque chose de très très dangereux parce que tout simplement, on en parlait tout à l'heure avec le sommet africain de l'action lors de la COP22. L'Afrique est le continent le plus touché. L'Afrique est le continent qui reçoit le moins de financement dans ce sens. Et justement, cet accord de Paris allait permettre de donner ces fameux 100 milliards pour que l'Afrique fasse sa transition énergétique. Parce que imaginez que si tous les Africains commençaient à avoir le même mode de consommation que les Occidentaux, il nous faudrait quand même pas mal de planètes. Et donc, si l'Afrique n'a pas d'autre choix, elle fera avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'elle elle essaiera d'avoir un développement sans penser à la transition énergétique. Et forcément, il y aura un coût. Il y aura un coût planétaire. Et je pense que les États-Unis seront touchés autant que les autres. Maintenant, pour revenir sur Trump et sur le personnage Trump, j'ai l'impression que tous les jours, quand on ouvre son journal, on trouve un nouveau truc, un nouveau scandale, une nouvelle affaire. Un nouveau tweet aussi. C'est un aficionado des... Alors juste un chiffre éloquent, en un mois, il avait déjà fait 375 posts sur Twitter. C'était l'équivalent de ce que postait Obama en un an et demi. Tout à fait. Ça donne un ordre de grandeur. Et puis des tweets forcément qui sont peut-être reniés tout de suite après par un autre tweet. Donc en fait ça nous sort de la stature présidentielle des anciens habituelle. On est en face d'un vrai trublion politique qui a joué all-in, comme diraient les Américains, dans un coup de poker magnifique l'élection présidentielle qu'il a gagné. Peut-être grâce à on a eu des suspicions avec l'enquête du FBI qui est sortie juste avant la dernière semaine. Il y a beaucoup de difficultés qu'il rencontre avec le Russiagate. Il y a beaucoup de choses qui permettent d'analyser son élection. Mais une chose est sûre, les Américains avaient besoin de changement. Il incarnait ce changement. Je ne sais pas s'il le regrette maintenant. Mohamed Ezouar, sur cette élection de Trump, et puis pour qu'on avance dans la discussion sur sa politique étrangère également, est-ce qu'on sent déjà les prémices d'une rupture avec la position classique des États-Unis? Je cite juste Matteo Garavoglia, il l'avait dit avant l'élection de Trump, il est chercheur à la Brookings Institution. Avec Trump, la politique étrangère des États-Unis devrait fondamentalement dévier de tout ce que nous avons vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que déjà on sent les prémices de cette rupture? Alors, le seul point positif que je trouve au personnage Donald Trump, au président américain, c'est le fait qu'il respecte ses engagements, ses promesses électorales, puisqu'effectivement, dès le début, il a commencé à dérouler finalement son programme. Voilà, il a annoncé la couleur. Dès le départ, son programme, il était simple. Il s'est s'évertué à défaire tout ce que le président Obama avait fait. Donc Obamacare, les accords de Paris, ça a été expliqué, etc. La particularité de Donald Trump, c'est cette imprévisibilité de sa politique. C'est quelqu'un qui est hyper communicant, et en public, quoi. Il utilise Twitter comme porte-parole de la Maison-Blanche. C'est un polémiste. Il adore... cogner, il adore la polémique, il adore même pas, quitte à revenir sur une déclaration, et puis après, bon, il fait un rétropédalage. Il y a aussi une particularité du personnage Trump, c'est son hostilité, une hostilité finalement
à ce qui faisait l'Amérique, finalement, ces dernières décennies, ou peut-être même depuis un siècle, à savoir une hostilité aux étrangers. L'Amérique, quand même, a été construite par des étrangers. Une hostilité aux médias. Alors que il n'est pas tendre avec les journalistes. Tout à fait. Alors que les États-Unis sont connus pour les libertés d'expression, est un élément central dans la Constitution. Je cite juste une citation qu'il a faite le lendemain de son investiture. C'était devant la CIA, le 21 janvier. « Les journalistes figurent parmi les êtres humains les plus malhonnêtes sur Terre. J'ai fait un discours, j'ai regardé, cela avait l'air d'1 million, 1,5 million de personnes. Cela allait jusqu'à Washington Monument. » Il parle de la foule qui était présente au moment de son investiture. Et je regarde cette chaîne de télévision, il montrait des pelouses vides et parlait de 250 000 personnes, c'est un mensonge. Et donc on rappelle les fameuses fake news dénoncées par son équipe. Il est fâché avec les faits, mais ça ne dérange pas. Ce qui compte, c'est son interprétation et son discours sur Twitter ou son discours télévisé. Donc hostilité aux étrangers, aux médias et à la pluralité politique, la pluralité au niveau des opinions, etc. On a vu qu'il y avait une certaine hostilité. Et ce qui a marqué aussi son début de mandat, c'est finalement une atteinte à la séparation des pouvoirs. On a vu avec d'abord le limogeage du directeur du FBI et les déclarations de parce qu'il a fait des notes et donc, qui ont été rendues publiques et c'est assez inquiétant dans ce qu'il raconte. Et la nomination aussi du 9e juge de la Cour suprême, un juge très conservateur pour remplacer l'ancien juge. Ça présage quand même d'un environnement politique assez délicat pour les États-Unis. Une dernière question, parce qu'il nous reste peu de temps et on a encore un autre sujet à aborder. Je suis désolée de vous interrompre. Toujours sur la politique internationale, même pour notre région, pour le Proche-Orient, le Moyen-Orient, Donald Trump a effectué récemment une visite en Arabie Saoudite, en Palestine. C'est la première fois qu'un président américain ne parle pas que de la solution à 2 États. Est-ce que ça aussi, ça constitue une rupture? Et qu'est-ce que ça peut laisser présager pour la suite? Très rapidement, quelques mots. C'est-à-dire, globalement, Trump a dit que pour lui, dès son arrivée, et avant même son arrivée, que la solution 2 États n'était pas la seule. C'est-à-dire qu'on peut envisager une intégration des Palestiniens un État binational. Un État binational, ou au contraire, expulser tous les Palestiniens, parce qu'on ne sait pas ce qu'il sous-entend quand il dit que pas forcément 2 États. Et son hostilité à la cause palestinienne, elle est connue. Sa proximité avec les... Il a nommé un ambassadeur très proche de la droite israélienne. Lui-même est très proche de la droite israélienne. Donc il a ce penchant. Mais maintenant, on ne va pas lui reprocher à lui seul. C'est une constante de la diplomatie américaine de soutenir Israël contre vent et marée, quoi que Israël fasse, quoi qu'elle tue, quoi qu'elle massacre, elle est là. On n'a jamais vu Washington faire faux pas ou se défaire de sa politique extérieure à l'égard d'Israël. Autres élections, autres continents, plus proches de nous en France, celle d'Emmanuel Macron. Là aussi, on parle de phénomène Macron, puisque personne ne l'attendait. Et puis en quelques mois, il a réussi à fédérer. Il a remporté les législatives avec 43,06% des suffrages, malgré une abstention très forte de 58%. Juste après, c'est les Républicains, le FN. Les partis traditionnels, le Parti socialiste arrive en 5e position seulement. Les élections présidentielles, il les a gagné avec 66% des voix contre presque 34% pour le Front National, mais là aussi avec une abstention record. Alors à quoi doit-on cette élection? Parce qu'on voit qu'il y a à la fois une abstention très forte et une désaffection des partis traditionnels. Est-ce que c'est ça qui a joué en faveur du phénomène Macron? Naïm Kamel? Probablement ça a joué l'abstention, puisque ceux qui se sont abstenus, ce sont ceux qui se sont dégoûtés par toute la politique. Et que donc ceux qui ont été prêts à aller voter, c'est ceux qui voulaient un changement. Et le changement dans la France d'aujourd'hui, c'était ce jeune Macron qui osait tout, qui offrait une autre image de la politique. On le voit maintenant rétrospectivement. Qui n'a pas de passif aussi, parce qu'il n'a jamais eu de mandat électif et n'a jamais exercé le pouvoir. Électif, c'est, on va dire, c'est la Sainte Vierge dans le terrain politique français, quoique on lui rappelle qu'il a été responsable en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée, de la politique économique de François Hollande, qu'il a été son ministre de l'économie, et qu'à ce titre-là,
Bon, c'est peut-être un mauvais procès parce que, en tant que ministre, en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée, il n'avait pas les mains libres. Aujourd'hui, il est président. C'est maintenant qu'il va pouvoir donner toute sa mesure. De toutes les manières, ce que la France nous a montré, c'est que les élections américaines nous ont montré, c'est qu'on cherche des personnages atypiques. C'est-à-dire qu'il y a une forme de ras-le-bol de l'existant. Il faut que la démocratie, le système se renouvelle. On a envie de voir de nouveaux visages. On appelle le dégagisme. Appelez-le. Le dégagisme. Oui, non, c'est pas forcément le dégagisme. C'est-à-dire, on va l'appeler. On l'a vu dans les législatives. On va l'appeler plus positivement le renouvellement. Le renouvellement des élites. Il faut des jeunes frais, émollus. Alors, les premiers pas d'Emmanuel Macron, il n'entend pas perdre de temps. Il a annoncé vouloir s'attaquer très rapidement, notamment au Code du travail. Est-ce que, et c'est peut-être un point commun avec le président Trump, c'est aussi quelqu'un qui tient promesse et qui va exécuter ses promesses de campagne? Oui, Mohamed Zouak. En fait, il s'inscrit en contraste avec Hollande, avec ce côté un peu mou, un peu... C'est pour rompre avec son héritage aussi, oui. pour se montrer dans ce renouvellement que vous évoquez. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus dans une dynamique réformiste à l'instar d'un Sarkozy, mais avec les extravagances de ce même Sarkozy en moins. Donc, il réussit finalement, évidemment, ça passe mieux, il y a un côté... Plus, il y a le physique, etc. Donc c'est vrai que ça l'aide dans sa volonté de transformer, de réformer le pays. Mais par contre, dans son positionnement, il ne faut pas se leurrer. Il est résolument libéral dans le sens capitaliste, ultra-libéral, peut-être même sur le plan économique, clairement. Il est libéral au niveau sociétal, donc au niveau des mœurs, au niveau des changements de la société. Et puis, sur la politique internationale, il est gaulliste. En tout cas, il s'inscrit dans un gaullisme rénové ou renouvelé. Et notamment sur les relations internationales, on a l'impression qu'il gère ses relations avec les autres pays un petit peu comme... il négocie un petit peu comme un banquier d'affaires. Donc il n'est pas forcément dans la diplomatie. On l'a vu dans la conférence de presse après sa rencontre avec Vladimir Poutine, je crois à Versailles. On l'a vu, il n'a pas hésité à il n'a pas mâché ses mots sur le pouvoir russe. À bousculer Vladimir Poutine. Il y a très peu de personnes. Sarkozy s'y était frotté. On va voir s'il va le faire avec Trump. Il a notamment répondu aux attaques dont il avait été victime de la part de la presse russe pendant la campagne présidentielle. Mais en même temps, il use d'un certain pragmatisme. C'est-à-dire que les relations avec la Russie n'ont pas à être, et là il s'inscrit évidemment dans la droite lignée de Gaulle, c'est-à-dire on n'est pas forcément que dans le camp américain, mais on peut avoir aussi des relations avec la Russie, avant c'était l'Union soviétique, et par exemple sur le dossier de la Syrie, on a vu qu'il commence à y avoir des changements. Donc dans la discussion avec Poutine, ça a dû être un des enjeux de la négociation, c'est-à-dire changer l'attitude de la France qui était vraiment hostile à Bachar el-Assad. Aujourd'hui, on estime que l'exclusion, une solution sans Bachar el-Assad n'est pas forcément la solution que la France soutiendra. Donc on voit très bien qu'il y a des changements, mais en même temps, il a dû aussi obtenir d'autres éléments. Donc il négocie comme un banquier d'affaires. Je peux te donner ça, mais je dois aussi obtenir d'autres éléments en faveur de la France. Il a un peu fait... Naïm Kamal et ensuite Aziz rapidement. Il a un peu fait le parler vrai de Rocard, mais au mieux. C'est-à-dire tout ce qu'il est en train de faire, il l'a annoncé. Il a dit je vais gouverner par ordonnance. Il a dit je vais réformer le code de travail parce qu'il est obsolète. Alors que c'est un gros morceau de la politique intérieure. Et les syndicats ont d'ailleurs déjà annoncé une mobilisation à la rentrée prochaine. C'est peut-être ça qui va lui permettre de passer facilement, plus facilement que les autres. Alors que Sarkozy ou Hollande... Vous pensez qu'il aura moins de résistance ? Alors que Sarkozy ou Hollande ont renié leurs discours électoraux. Ils ont annoncé, quand François Hollande allait dire « mon ennemi, c'est la finance », et qu'après il fait tout ce qu'il a fait, les gens ont fini par le taxer. Mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'Emmanuel Macron aura moins de résistance ? Parce qu'encore une fois, il a été élu avec un très fort taux d'abstention. Il y a un risque parce que, vu la domination qu'il a sur l'Assemblée nationale, c'est pratiquement un raz-de-marée. 43%. 43%, et qu'il peut tout faire passer avec des jeunes qui ne vont pas lui créer des problèmes, qui vont être très disciplinés. Il risque de se retrouver face à la rue.
Oui, la résistance sera dans la rue, clairement. Le dernier mot pour Aziz Saïdi, il nous reste 2 petites minutes pour conclure sur ce sujet d'Emmanuel Macron. Et donc, toujours cette même question, est-ce qu'il va s'inscrire réellement dans le renouvellement en appliquant tout ce qu'il a annoncé? Moi, je voudrais juste, si vous permettez, revenir sur la prouesse. Je vous permets, allez-y. Sur la fameuse prouesse, parce que rien ne prédisposait ce monsieur, 1 an avant les élections, quitter le gouvernement, créer son mouvement et tout rafler derrière. Je pense que ce n'est pas seulement dû à son doigté, mais aussi à un alignement des étoiles, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Parce que personne ne s'attendait à ce que le candidat de droite soit affublé d'affaires et qu'il soit mort, que le Parti socialiste... Non, Naïm Kamel, il nous reste une petite minute. Il nous reste une petite minute. En tout cas, moi je pense que ce qu'on peut voir de ces premières semaines d'exercice de pouvoir pour Macron, c'est qu'il est d'abord dans l'incarnation. En rupture avec Hollande, qui était président normal, donc pas président en fait. Là, lui, il est président. Et on l'a vu le jour de l'investiture, avec une mise en scène militaire, avec une incarnation. D'ailleurs, on voyait plein de généraux qui disaient « Ah, lui, il incarne, lui, il incarne ». On avait l'impression que les Français eux-mêmes demandaient à ce qu'il y ait une incarnation jupitérienne de la présidence de la République. Maintenant, il va s'adresser au Congrès. Donc voilà, et donc justement, il est dans l'incarnation. Et cette incarnation, elle est symbolique, mais elle est aussi... par rapport au parti pris, donc gaulliste au niveau international, ultralibéral au niveau économique, qui est complètement assumé. Cette manière de vouloir s'imposer, on l'a vu avec les frappes, avec la menace de frappe en Syrie, on l'a vu avec les discussions qu'il a eues avec... Donc déjà des prises de position tranchées. Des prises de position nettes, tranchées. Il est dans l'incarnation. On va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci Naïm Kamel, merci Aziz Saïdi, merci Mohamed Ezouak pour votre... D'habitude, je ne le suis pas. Non, si. Merci encore à vous de nous avoir accompagnés durant toute cette saison. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi le débrief tout au long de cette saison. J'en profite ce soir pour remercier toute l'équipe nombreuse qui œuvre en coulisses à la réussite de cette émission. Et je remercie tout particulièrement Sarah Khallayoun qui contribue activement à la préparation du contenu de votre programme. Merci donc à tous pour votre fidélité. On se retrouve bientôt et d'ici là, on vous souhaite un excellent été à tous et à toutes. Restez sur Médien TV. L'info continue dans un instant.